Novembre 1991, École de Poudlard. Gryffondor affronte Serpentard pour le premier match de Quidditch de la saison. Avec une avance de 60-20, Serpentard se trouve vraisemblablement aux commandes de cette joute et il est du devoir de l'attrapeur recru Harry Potter d'attraper le vif d'or pour permettre la victoire à son équipe. Vous savez ce qui est sur le point de se passer, mais pour bien comprendre ce qui suit et l'importance de ce match en particulier, faut reculer. Vous vous demandez peut-être pourquoi le tout premier match de la saison est aussi important. Après tout, le dernier match de la saison devrait être beaucoup plus important et vous vous tromperiez probablement pas. Sauf qu'une saison de Quidditch, c'est pas très long, non. Vraiment pas long, en fait. Je pourrais compter le nombre de matchs sur... une main. Une saison de Quidditch, c'est 3 parties. Ouais. Chaque match est d'une importance capitale, puis le début de saison s'annonce des plus excitants. Gryffondor est assez optimiste à l'aube de sa saison. Malgré une saison 90-91 plutôt difficile, marquée entre autres par une défaite cuisante aux mains de ces mêmes Serpentards, l'équipe compte parmi ses rangs des vétérans de renom, tels que les batteurs Fred et George Weasley, les poursuiveuses Katie Bell, Alicia Spinnet et Angelina Johnson, ainsi que le capitaine et gardien de but Olivier Dubois. Oui, c'est une belle brochette de joueurs, mais le nom qui est sur toutes les lèvres en ce jeune début de saison, c'est celui du plus jeune attrapeur depuis plus de 100 ans à Poudlard, j'ai nommé Harry Potter. Né en 1990 à Godric's Hollow en Angleterre, Potter se taille une place au sein de l'équipe de Quidditch après avoir montré des aptitudes de vol impressionnantes dès son premier cours de vol. Il attrape, entre autres, le rappel-tout de Neville Londubat que Drago Malfoy lance en direction du château, ce qui est suffisant pour convaincre le professeur McGonagall d'en faire l'attrapeur de l'équipe de Quidditch de Gryffondor. L'engouement est donc bien réel du côté de Gryffondor qui n'a pas remporté la Coupe de Quidditch depuis 1986. Pour ce faire, par contre, il faudra vaincre les champions en titre, puis ça s'annonce pas trop facile pour la troupe d'Olivier Dubois. Mené par leur capitaine Marcus Flint au poste de poursuiveur, Serpentard a les atouts pour remporter la Coupe à nouveau cette année. Réputé pour leur jeu robuste, Serpentard peut compter sur l'apport offensif d'Adrian Pucci, les arrêts clés de Miles Bletchley et la rapidité de leur attrapeur Terrence Higgs. Malgré tout le talent de l'équipe, Marcus Flint demeure le joueur le plus en vogue du côté des Verts, et avec raison. Joueur de 5e année et capitaine de l'équipe, Flint est descendant d'une famille de sang pur, c'est-à-dire une famille composée uniquement de sorciers. Pour les familles bourgeoises des années 1900, l'absence de moldu au sein de l'arbre généalogique est un critère de noblesse séparant les sorciers dignes de renom des autres. Dans le cas de Flint, son statut de pur sang pourrait très bien expliquer ses conduites antisportives sur le terrain, mais c'est rien que des spéculations. Quoi qu'il en soit, ça demeure le joueur le plus redoutable sur le terrain de par son âge et son expérience. Les joueurs sont fin prêts, les estrades sont pleines à craquer. Madame Bibine lance ses derniers avertissements aux joueurs et la partie commence. Angelina Johnson s'empare du soifle et esquive les joueurs adverses. Elle est mise en échec en bordure des gradins, mais garde le contrôle de son balai et du soifle. Elle esquive un cognard qui file à toute allure pour enfiler l'aiguille, c'est 10-0 Gryffondor. Le gardien Fletchley passe vers Flint qui esquive un joueur puis un autre. Il évite un cognard et y va d'une tactique peu conventionnelle. Il assène un coup de pied à Johnson qui se met à tourbillonner, mais aucune pénalité n'est appelée par Bibine. Vous allez voir, c'est un thème récurrent dans le match. Même si j'ai pas l'habitude de blâmer les arbitres pour ce qui se passe sur le terrain, là, faut dire qu'il y a un manque à gagner du côté de l'arbitre en chef. Né au début des années 1900, Renée Bibine apprend à voler d'elle-même sur sa flèche d'argent, un modèle très rare de ballet de course pour l'époque, au courant de la Première Guerre mondiale. Elle démontre un intérêt marqué pour le Quidditch et se greffe d'un portfolio fort intéressant. Arbitre de Quidditch officiel de Poudlard depuis les années 60, professeur de vol depuis les années 70 et entraîneur de Quidditch depuis les années 80. Elle développe, avec les années, une bonne réputation auprès des élèves de par son amour du fair play et du jeu propre, ce qui est contradictoire, considérant le déroulement du match actuel. En même temps, c'est juste un jeu douteux, là. On va lui laisser le bénéfice du doute. Flynn continue sa percée en zone offensive, mais est frustré par Dubois, qui doit s'illustrer sur un tir à bout portant. Quel arrêt! Gryffondor reprend possession du soifle. Une attaque à 3 se dessine avec le trio de Spinnet, Johnson et Bell. Katie Bell se retrouve en possession du soifle dans la zone payante. Contourne le filet, passe à Johnson qui ne passe pas à côté d'une telle occasion. C'est 20-0 Gryffondor. Les rouges sont en plein contrôle. Serpentard entame une percée en zone offensive et en remet de plus belle. Un coup de poing du poursuiveur de Serpentard qui n'engendre toujours pas de pénalité. Encore une fois, Bibine ferme les yeux. Heureusement pour Gryffondor, Dubois s'illustre à nouveau et remet rapidement à l'une de ses poursuiveuses. Jusqu'à présent, le capitaine de Gryffondor a largement le dessus sur son homologue. On peut sentir la rivalité entre les deux jeunes hommes. Après son premier arrêt clé, Dubois lance un sourire narquois à Flint. Après son deuxième arrêt, Dubois reçoit l'appareil de son rival. Et par l'appareil, je veux dire « Voyons donc, Bébine, qu'est-ce que c'est ça? » Flint frappe un cognard en plein visage du gardien de but qui tombe à la renverse dans la zone des buts. Et à partir de ce moment, Serpentard est aux commandes.
Le capitaine profite de la chute de Dubois pour enfiler les premiers points de son équipe à la suite d'un superbe jeu pour éviter Fred Weasley ou George Weasley, c'est 20-10. Et c'est pas fini. Alors que Johnson se dirige vers la zone adverse, elle est prise en souricière par Flint et son acolyte. Prise au piège, elle entre en contact avec les gradins et fait une chute importante jusqu'au sol. Toujours pas de pénalité. Le poursuiveur de Serpentard esquive ses adversaires et y va d'un coup de balai. Le Soif se ferait un chemin à travers l'anneau central pour 10 points supplémentaires. Les équipes sont à égalité. Et soudain, un jeu pour le moins étrange se produit. L'attrapeur de Gryffondor repère le vif d'or et se lance à sa poursuite quand soudain, son balai s'emporte et le secoue violemment dans tous les sens. Les spectateurs sont ébahis à la vue d'un tel spectacle. Harry, quant à lui, s'accroche tant bien que mal à son imbus 2000, mais tout indique qu'il va chuter et possiblement subir de graves blessures. En effet, il est en plein centre du terrain, ce qui entraînerait une chute sur la pelouse et non sur les trous de sable qui ont amorti les chutes de Dubois et Johnson précédemment. Devant l'absence de réaction de la part de l'arbitre en chef, encore une fois, les spectateurs s'invitent dans la partie. Soupçonnant l'interférence du professeur Rogue dans le match, une élève de première année lance un sortilège à sa robe qui prend feu, semant la zizanie dans l'estrade des enseignants. Mais comment qu'elle a pu savoir que c'était Rogue qui lançait un sortilège au balai de Harry? Pour le comprendre, faut encore reculer davantage. Lors de ses années d'études à l'école de Poudlard, Rogue s'est lié d'amitié avec Lily Potter, alias la mère de Harry. Or, le père de Harry, un certain James Potter, s'en prenait à Severus Rogue sur une base quotidienne, l'humiliant en répétition devant ses camarades de classe. Cette haine grandissante entre Rogue et Potter transcende maintenant le temps, alors que le professeur Rogue se permet des remarques peu flatteuses à l'endroit du jeune Harry, sans oublier son intérêt marqué pour la magie noire. Qui plus est, le maître de la maison de Serpentard a déjà fait partie des Mange-Morts par le passé, un groupe de sorciers affiliés à celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Sans oublier l'attaque de trolls la semaine précédente dont Rogue est le principal suspect. Après un tel chahut, Harry reprend le contrôle de son balai et se lance à la poursuite de Higgs. Il doit faire vite. Pendant que son balai s'agitait, Serpentard enfile l'aiguille à 4 reprises supplémentaires, portant le score à 60-20 en leur faveur. Les deux attrapeurs sont au coude à coude. Ils se bousculent au passage et foncent tels des aigles en chasse vers le sol qui se rapproche dangereusement. Higgs se rétracte le premier, tandis que Potter effectue un virage à 90 degrés à la poursuite du vif d'or. Il est debout sur son balai. Et nous en sommes rendus là. D'un côté, le plus jeune prodige depuis 100 ans tente de donner la victoire à son équipe, ce qui les positionnerait confortablement au classement d'une courte saison de Quidditch, sans oublier l'espoir qui serait partagé à l'ensemble de la maison de Gryffondor qui rêve du championnat depuis plus de 5 ans. De l'autre, les champions en titre qui usent de tous les moyens pour s'assurer de la victoire, préservant ici la tradition de champion de la maison de Serpentard. En tous les cas, celui qui attrapera le vif d'or mettra terme à un match enlevant en ouverture de cette jeune saison. Les spectateurs sont au bout de leur siège, leurs cris retentissent dans le stade en entier, la table est mise. Et ce jour-là, une page d'histoire a été écrite. Looks like he's gonna be set. He's got the snitch! Harry Potter receives 150 points for catching the snitch. Gryffindor wins!